Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc, à partir de cette dernière guerre, c'est de l'intervention d'Israël donc là, dans le conflit libanais, nous allons assister maintenant au début des négociations. Des négociations qui, on peut dire même des négociations entre guillemets, si on sait que jusqu'à nos jours, donc, ce sont des négociations qui continuent jusqu'à nos jours, avec des conflits un peu dispersés, avec aussi des attentats qu'on connaît chaque jour, donc l'instabilité qu'on connaît chaque jour dans cette zone-là. Là, on peut dire que ces négociations donc là, vont continuer. Mais d'abord, la première chose qu'on va noter ici, c'est qu'à partir de 1988, l'OLP va reconnaître l'État d'Israël qu'il avait refusé de reconnaître à partir de la résolution 242. Donc en 1988, l'OLP va reconnaître l'État d'Israël. Mais cette reconnaissance va être beaucoup plus renforcée par les accords d'Oslo. Les accords d'Oslo signés en 1993 par à ce moment-là deux grandes figures. Parce qu'on peut même dire que la tension était presque enrayée avec ces deux grandes figures de cette lutte-là. Il y avait d'une part Isaac Rabin, pour Israël, et Yasser Arafat pour la Palestine. Mais on avait à ce moment-là le président aussi, Bill Clinton, des États-Unis, qui les avait conviés à ce rassemblement-là. Donc là, ce sont toutes ces deux grandes figures, Isaac Rabin et Yasser Arafat, qui avaient, grâce à leur sagesse, grâce à leur intelligence, essayé de pouvoir amener les gens à la table des négociations. Donc, c'est avec ces accords d'Oslo de 1993, d'abord qu'il y a eu la confirmation de la reconnaissance de l'État d'Israël par l'OLP. L'OLP qui était à ce moment-là dirigé par Yasser Arafat et Isaac Rabin qui était à ce moment-là le premier ministre d'Israël. Parce que là, le mode de gestion d'Israël, c'est que c'est un pouvoir parlementaire, c'est-à-dire le parti politique qui vient en majorité lors des élections législatives, c'est lui qui va gérer donc là l'Assemblée nationale, qui va gérer le poste de Premier ministre. C'est ce qu'on appelle en politique un régime parlementaire, ce qui est différent par exemple du Sénégal où on a un régime présidentiel où c'est le président qui définit la politique du gouvernement. Mais en Israël, c'est l'Assemblée nationale ou le parti qui arrive majoritaire aux élections, qui va non seulement hériter du poste de Premier ministre, mais qui va définir la politique de la nation, malgré le fait qu'ils ont aussi un président de la République. Mais c'est le Premier ministre qui même est le chef de l'exécutif là-bas en Israël. Donc, Isaac Rabin était à ce moment-là le chef de l'exécutif, c'est lui qui avait mené les négociations entre Israël et la Palestine et les États-Unis. Et ces mêmes négociations vont essayer de pouvoir conforter le plan de partage de l'ONU mis en place lors de la résolution 242. Mais malheureusement, à partir de 1994 jusqu'à 1999, il y aura des négociations qui vont être entamées entre ces puissances-là, les négociations entre Israël et les Palestiniens, mais qui vont malheureusement buter sur plusieurs aspects. Le premier point sur lequel ces négociations-là vont buter, c'est la question des frontières, des territoires et des frontières. Ça,
c'était le premier point de discorde entre Israéliens et Palestiniens. Parce que pourquoi? Ici, l'OLP va demander le retrait donc, des Israéliens des territoires occupés, c'est-à-dire les 66 600 km qu'ils avaient récupérés au début. La Palestine demande à Israël de restituer ces territoires-là. Ensuite, la Palestine compte créer un État indépendant sur les 22% qui avaient été donnés par le plan de partage. Les 22% de la Palestine donnés par le plan de partage de 242 de cette résolution 242 des États-Unis, ce qu'Israël va refuser. Parce que non seulement il va refuser donc, là, de se retirer des lignes du 4 juin, mais Israël va aussi vouloir annexer 30 à 40% de la Cisjordanie qui était un État indépendant et qui était un État qui soutenait les Palestiniens. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Cisjordanie, c'était l'ancienne Transjordanie qui est membre de la Ligue arabe. Donc Israël non seulement va refuser de se retirer des territoires déjà annexés, mais il va occuper entre 30 et 40% de la Cisjordanie composée donc là de musulmans. Et à partir de ce moment-là, on va connaître un bouclage systématique des territoires. Les territoires qui étaient autonomes, après chaque attentat, donc là, la vie est quasi insupportable dans ces territoires-là. Parce que plus les Israéliens veulent occuper, plus il y a eu des attentats pour pouvoir faire un bouclage par rapport à cette occupation-là. Donc là, c'était le premier point de discorde. Il n'y avait pas d'entente du tout au niveau donc, là, de ces territoires occupés parce que tout simplement, Israël ne veut pas revenir en arrière sur le plan de partage qui avait été proposé par les Nations Unies avec la résolution 242. Deuxième point de discorde ici, c'était la situation sur les colonies. Donc, parce que tout simplement, Israël ne s'était pas limité à ce qu'on lui avait cédé comme territoire au début. Il avait continué à faire des colonisations. Ces colonisations, non seulement ne s'étaient pas arrêtées dans les 55% que le plan de partage lui avait donné, mais ils ont continué à coloniser les autres parties qui appartiennent aux Arabes. Donc, on a parlé tantôt de ces 30%-là qui voulaient grignoter de la Cisjordanie, mais ils ont voulu aussi occuper la bande de Gaza, occupée par les Arabes. Donc, c'est à partir de ce moment qu'on va dénombrer entre 150 et 200 colonies juives. Et Israël va mener, à partir de ce moment, une politique systématique de colonisation pour rendre impossible donc, la continuité du territoire palestinien et la création d'un État palestinien. Parce qu'ils savent que s'ils continuent à faire la colonisation, ils vont grignoter un petit peu de l'espace palestinien. Donc là, forcément, pour que les Nations Unies puissent accepter que la Palestine soit un État indépendant, il faut vraiment des conditions. Et parmi ces conditions, il y a aussi l'étendue de la superficie. Et si Israël continue à grignoter sur ces territoires-là, ils vont rendre petit le territoire palestinien, ce qui va rendre impossible aussi le fait que la Palestine soit admise comme État indépendant. Donc, et là, se fondant sur la résolution 463 de 1980 du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'OLP va demander tout simplement le démantèlement de ces colonies. Donc la question de ces colonies-là aussi va être une question qui va plomber un peu les relations, un peu plomber les négociations entamées à partir de 1994. Autre question ici, c'est la question des réfugiés palestiniens. C'est la question des réfugiés palestiniens. Ici, nous allons dénombrer entre 3,7 millions de réfugiés palestiniens répartis en 50 camps, des camps de réfugiés par des pays, en 50 camps, dans les pays voisins et gérés par l'Organisation des Nations Unies pour les réfugiés. Donc là, qui se gère. Et à partir et là, se fondant sur la résolution 194 du Conseil de sécurité
du 11 novembre 1948, les Palestiniens vont demander leur droit au retour. Parce que cette résolution-là aussi donne le droit à tout réfugié de revenir sur son pays s'il y a la paix. Et les Palestiniens vont se fonder sur cela pour demander le retour de ces plus de 3 millions de réfugiés palestiniens qui étaient éparpillés dans les pays qui étaient limitrophes à la Palestine. Chose sur laquelle Israël va s'opposer et va demander même l'installation de ces réfugiés définitivement dans ces pays d'accueil. Parce qu'ils savaient que si ces réfugiés-là revenaient en Israël, là aussi, le territoire palestinien va s'agrandir. Alors qu'Israël, son seul but, c'est de faire que la Palestine ne soit pas reconnue comme État indépendant. Donc son seul but, c'est de réduire au minimum le territoire palestinien. Donc là, voilà le troisième point d'achoppement par rapport donc là, à ces négociations. www.suividecolosénégal.com